dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier et notamment de la question des taux de crédit immobilier alors que les rendements obligataires remontent sur les marchés financiers. Cécile Roquelaure est avec nous en plateau, directrice d'études d'Empruntis. Bonsoir Cécile. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous voir, effectivement. Nous, on commande ça au quotidien dans Smart Bourse, donc la remontée des rendements obligataires d'État sur les marchés financiers en Europe, bien sûr, en France. Que dit le terrain ? Que se passe-t-il du côté des banques ? Comment est-ce que la situation se transmet ou pas aujourd'hui au taux de crédit immobilier ? À quelle vitesse ça peut aller et jusqu'où ça peut nous emmener ? Alors, on va essayer de sortir la boule de cristal, on va regarder ce qui se passe en ce moment. Vous avez raison, on commence à avoir les premiers impacts. Depuis le début du mois de février, on commence à avoir une hausse qui est très, très maîtrisée, puisque sur 20 ans, on va avoir un écart entre avant début février et aujourd'hui de 0,10 centimes. Ça veut dire qu'en gros, le taux moyen sur 20 ans, c'est 1,10 au lieu de 1%. On avait atteint des planchers historiques, mais on a une vraie fébrilité sur le sujet, justement, de l'OAT 10 ans, qui, après avoir été en terrain négatif jusqu'à la 3e semaine de décembre, a commencé à remonter. Elle s'est un petit peu calmée ces derniers jours. On va espérer que ça dure un petit peu parce que clairement, nos partenaires bancaires nous disent s'il y a une remontée du coût du refinancement... Ça ne s'arrêtera pas à 10 centimes. Ah non, clairement, il y a de grandes chances que ça continue. On ne va pas miser là-dessus parce qu'on reste toujours optimiste, mais clairement, les premiers signaux qu'on a pour le mois de mars, c'est plutôt la hausse va continuer. Et on pourrait même, au vu du contexte financier, avoir une accélération qui n'était même pas prévue par les partenaires bancaires qui nous disent, mais en fait, on pensait augmenter tranquillement. Mais au vu de ce qui se passe aujourd'hui, il y a des chances que ça s'accélère dans les mois à venir, voire même début mars, déjà. Une augmentation qui pourrait être plutôt de l'ordre de 15 centimes que de 10. Si c'est le genre de message qui est fait passer aux clients, comment ça impacte le comportement justement de celui qui vient chercher un crédit ? Est-ce qu'il se précipite ? Est-ce qu'il y a un afflux aujourd'hui en se disant il vaut mieux que je chope mon crédit à 10 centimes de plus plutôt qu'à 15, 20, 25 peut-être en fin d'année ? Est-ce qu'il y a ce phénomène-là ? Ça pourrait même être avant fin d'année. Oui, non mais oui. C'est ça. Oui, donc, clairement. est-ce qu'on est déjà dans la première étape où ça crée un afflux de demandes de crédit avant peut-être demain que le marché soit plus compliqué ? Non, pas encore, parce qu'en fait, il y a vraiment deux typologies de clients. Il y a ceux qui vous regardent sans aucun doute, qui ont des revenus qui sont importants et pour lesquels, en fait, il n'y a pas eu de hausse depuis le début de l'année. Il y a même eu des baisses en janvier, puisqu'aujourd'hui, sur 20 ans, quand vous avez un très bon profil, vous pouvez attraper du 0,65% sur 20 ans, donc autant dire pas grand-chose. Ouais. Par contre, pour les clients qui ont des revenus plus classiques, là, la hausse, elle se fait sentir. Alors, ce qui est difficile, c'est que vous ne pouvez pas accélérer si vous n'avez pas trouvé le bien. Donc, nos clients qui étaient en recherche et qui n'étaient pas très loin de signer un compromis, on leur dit oui, il faut accélérer parce que ce qui va figer le taux en banque, c'est le dépôt du dossier complet. Si vous n'avez pas déposé votre dossier, vous n'avez aucune garantie. Et là, effectivement, quand ça se joue à un fil, il faut y aller et il ne faut surtout pas attendre. Pour ceux qui veulent investir dans la pierre, oui, il vaut mieux se poser la question aujourd'hui parce que là, on est sur un aspect purement financier, on est dans de l'investissement locatif. Et là, il vaut mieux saisir les opportunités d'aujourd'hui qui seront certainement à 99% sauf changement macro, qui ne seront plus les mêmes dans un mois, dans 2 mois ou encore plus dans 3 mois, puisque la hausse, elle pourrait très rapidement atteindre 15, 20, 30 centimes par rapport à ce qu'on a connu. Alors, on va se dire qu'on a quand même connu des choses... On part de zéro, donc effectivement. Non, mais bien sûr. 1% sur 20 ans, on ne croyait même pas les atteindre un jour en taux moyen. Et quand je vous parle de 0,65% sur 20 ans, en fait, on se dit que même si on prenait 30 centimes, il n'y a pas péril en la demeure. Mais pour les ménages qui sont un peu plus serrés en taux d'endettement, ceux qui ont déjà utilisé le ressort du crédit comme levier pour leur patrimoine et qui veulent continuer à s'engager dans la pierre à titre personnel ou à titre financier, là, il y a un ressort qui va jouer vite parce que si vous prenez 30 centimes, vos revenus ils doivent avoir augmenté de 3% pour faire le même investissement de 200 000 €. Et là, 3%, c'est plus anodin. Ouais. Non, mais on boucle avec la question, effectivement, des augmentations de salaire, etc., permettant de couvrir l'inflation. Exactement. À un moment, quand même, va se poser la question, oui, donc c'est ce que vous dites, de la solvabilité d'une partie du marché. Est-ce que par répercussion, on peut imaginer un marché immobilier qui se gripperait, quand bien même dans l'absolu, oui, 1,30 sur 20 ans, ça resterait exceptionnel comme coût de l'argent. Il y a forcément un moment où ça a un impact, et c'est l'équilibre du marché de l'immobilier entre taux et prix. Il faut que tout ça s'équilibre. La difficulté, c'est qu'on a souvent une période où ça se fige, où ça se contracte. Et cette période, elle peut aller de 6 à 18 mois en fonction de la volonté des vendeurs de repositionner leurs biens au bon prix. Donc oui, il peut y avoir devant nous,
probablement pas cette année, peut-être plus tard, un moment où le marché va se crisper un petit peu. C'est surtout qu'on a aussi des normes HCSF qui viennent jouer en contrainte sur le taux d'endettement. Alors, pour les ménages les plus modestes, pas de sujet parce que c'est aussi les protéger que d'être dans une situation difficile avec un taux d'endettement trop élevé. Mais pour un investisseur ou des ménages aux revenus très importants, le taux d'endettement joue beaucoup plus en contrainte finalement. Et du côté des vendeurs, vous dites, pour l'instant, personne ne baisserait son prix de vente aujourd'hui. Et ce ne serait pas rationnel d'ailleurs de le faire Non, parce qu'en fait, vous avez aujourd'hui une offre qui est largement insuffisante sur le marché. Et pour l'instant, les acheteurs sont là. Donc tant qu'on a un déséquilibre entre l'offre et la demande, je ne vous apprends rien, on est purement dans du marché. En fait, ça continue de grimper. Bon, on suivra avec attention évidemment les développements sur le marché immobilier, mais parfaitement en lien avec les sujets de Smart Bourse, la politique monétaire et les rendements obligataires sur les marchés. Alors, il y a un sujet là que vous avez traité. Alors, c'est une édition, troisième édition de votre observatoire Se Loger Empruntis, Cécile. Oui. Et j'avais pas en tête, donc vous vous intéressez aux primo-accédants solo. Oui. C'est-à-dire, j'achète mon premier bien immobilier tout seul. Oui. Alors, vous allez me raconter l'histoire, parce que vous constatez effectivement que la crise pandémique étant passée par là, la baisse, enfin le nombre de primo-accédants solo a un peu baissé en proportion par rapport au marché. Mais moi, j'avais pas en tête ce que représentaient les primo-accédants solo. C'est-à-dire, si on remonte à l'avant-crise pandémique, c'était la moitié des primo-accédants. Quasiment la moitié, effectivement. On était à 47%. C'est un pourcentage qui était élevé, mais qui était presque logique. L'achat immobilier, c'est pas qu'une affaire de couple, même si on a eu tendance dans le passé à avoir plutôt l'habitude de se dire en fait le bien immobilier, l'achat immobilier, c'est ce qui vient après la fondation d'une structure de couple. Aujourd'hui, on a une vraie baisse, vous le dites, 7 points de moins, plus que 4 sur 10. Ouais. C'est extrêmement lié aux contraintes financières. Quand vous achetez seul, vous portez sur vos épaules la mensualité. Et pour le banquier, c'est une zone de risque supplémentaire parce qu'il n'y a pas de deuxième emploi, il n'y a pas de deuxième revenu. Au-delà de la capacité d'emprunt qui est forcément plus limitée quand vous avez qu'un seul revenu, et de l'apport qui est lui aussi plus difficile à construire tout seul. Mais effectivement, les conditions de marché, même si elles restent très bonnes, c'est quand même plus difficile d'acheter solo, et il vaut mieux avoir bien préparé son projet. C'est effectivement ce qui ressort de l'observatoire Se Loger Empruntis, c'est que ce sont des acheteurs qui préparent réellement leur projet, qui calculent leur capacité d'emprunt, qui mobilisent de l'épargne, qui vont même aller chercher de l'épargne dans le contexte familial pour arriver à créer cet apport et arriver à mener un projet auquel ils croient beaucoup. Et vous le disiez, en fait, la crise, elle a amplifié le sentiment de valeur sûre de l'immobilier dans le patrimoine des Français. Ils sont quand même 30% à déclencher un acte d'achat parce qu'ils pensent que c'est un vrai levier pour leur patrimoine et que c'est un placement sûr. Et ils sont 61% à trouver que la crise a amplifié ce phénomène-là. Alors effectivement, c'est pas donné à tous les primo-solos. Nous, ce qu'on voit chez Empruntis, c'est qu'effectivement, en moyenne, ils ont quasiment 4 000 € de revenus quand ils se lancent tout seuls, et qu'ils ont mis de l'épargne de côté puisqu'ils ont plus de 60 000 € d'apport dans 95% des cas. Donc c'est pas à 20 ans. Non, tout à fait. L'âge moyen, il est plutôt à 36 ans. Même Alors là, c'est la photographie des territoires qui est intéressante. Bien sûr que vous allez être plus âgé en Ile-de-France ou dans les grandes métropoles parce que le prix de l'immobilier, là encore, joue énormément en contrainte. Mais j'ai eu la chance d'avoir des jeunes de 25 ans qui s'étaient lancés et qui ont réussi à acheter, alors plutôt dans le neuf parce qu'il y a des prêts à taux zéro. Mais on voit que la pierre est un vrai intérêt pour les Français. On dit qu'on est avec une pierre dans le ventre, clairement. C'est incontournable. Je veux dire, on rigole parfois quand on voit à 25 ans des gens acheter de l'immobilier en se disant non mais ils sont fous, ils ont 25 ans, ils ont toute la vie devant eux. Et puis quand on arrive à 35 ans, on se dit bah mince, tiens, j'aurais peut-être dû faire un premier achat à 25 ans. Ça m'aurait pas non plus étouffé financièrement. Et après, c'est un levier permanent qu'on peut. C'est exactement ce qu'ils disent quand on parle avec eux. Mais c'est bien qu'ils aient cette conscience-là. C'est vraiment une première étape patrimoniale. Je resterai pas dans le bien 10 ans, ça m'est égal, mais en fait, je fais ce premier effort. Et puis, je préfère mettre l'argent dans un crédit que dans un loyer. Et donc, ils ont bien conscience de l'effet de levier du crédit sur le patrimoine. Et ça marche même à Paris ? C'est possible en solo à Paris ou... Alors, clairement, c'est plus difficile. Là aussi, les prix font malheureusement défont le marché. Mais effectivement, acheter solo Paris intramuros, je ne vous parle pas du niveau de revenu parce qu'il serait indécent. Maintenant, en moyenne couronne et en grande couronne, oui, ça se fait sans problème. Il faut bien préparer son budget.
Et vous avez fait justement une liste, je crois, là, des zones qui intéressent le plus les primo-accédants solo. Alors, je ne sais pas, sur la répartition des territoires. Bon, c'est quand même les grandes métropoles, quoi. C'est ça. Ils ont, comme les primo-couples, en couple, ils n'aiment pas trop sortir du territoire dans lequel ils sont. La mobilité en immobilier, c'est pas vraiment un fonctionnement français. On préfère rester dans le territoire qu'on connaît, avec les commerces, les transports qu'on maîtrise. Mais le solo, lui, il a vraiment envie de rester à l'intérieur des grandes villes. D'abord parce qu'il cherche à une moins grande surface, en tout cas, parce qu'il n'est pas à deux, il n'a pas d'enfants. Donc, dans la plupart des cas, c'est beaucoup plus facile. Et puis, il a envie de vivre. Donc, être propriétaire, ça ne veut pas dire s'arrêter de vivre. Et donc, la question de l'apport, vous l'avez évoqué d'un mot, ça devient, c'est important aujourd'hui, mais ça devient clé quand on est un acquéreur solo, primo-accédant. 60 000 euros d'apport, c'est même avec des revenus conséquents, c'est pas rien. Donc, il y a des moyens, des subterfuges ou des moyens, justement, de traiter cette question de l'apport quand on a cette volonté d'acquérir en solo son premier bien immobilier. C'est vraiment la préparation du projet qui fait le job, c'est la capacité à épargner tous les mois et à se concentrer sur ses objectifs en matière de patrimoine. Il n'y a pas de clé miracle, il faut se dire voilà ce que je veux faire, à quel terme, et voilà comment je prépare ce projet. C'est valable pour la retraite ou pour d'autres projets comme l'investissement en bourse. Donc il y a une vraie préparation, il y a une conscience très tôt de la volonté d'aller vers ces projets-là. Et quand on n'a pas beaucoup d'épargne, ce qui va séduire le banquier, c'est le niveau de revenu, puisqu'on a quand même 5% de ces primo-solos qui n'ont pas le capital nécessaire, mais par contre, ils vont valoriser leur dossier avec un niveau de revenu. Merci beaucoup, Cécile. Étude très intéressante, effectivement. Alors, même si la part a un peu baissé, quand même 40% aujourd'hui des primo-accédants qui sont des acquéreurs solo pour leur premier bien immobilier, résultat de cette 3e édition de votre observatoire. Merci beaucoup, Cécile. Cécile Rockler qui était avec nous, directrice des études d'Empruntis, à l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.